Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Première question d'actualité, que pensez-vous de la condamnation de Nicolas Sarkozy? Alors je sais que beaucoup d'entre vous se réjouissent de cette condamnation par rapport au bilan politique de Nicolas Sarkozy, qui est absolument désastreux, voilà, on a l'embarras du choix entre le refus de respecter le référendum de 2005 en nous imposant le traité de Lisbonne, entre ses promesses, la totalité de ses promesses non tenues, en particulier en matière d'immigration, en matière d'insécurité, puisque à défaut de Karcher, on a eu Kouchner avec l'ouverture à gauche. Enfin, son bilan a été catastrophique. D'ailleurs, c'est bien pour cela que une quiche comme François Hollande a été élu après son quinquennat. C'est-à-dire que n'importe quel candidat qui était contre Nicolas Sarkozy quasiment serait passé au second tour, tellement il a suscité un rejet légitime des Français. Donc on ne va pas revenir là-dessus, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que j'ai énormément de compassion pour Nicolas Sarkozy. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est cette dictature des juges. Puisque en fait, les juges ont voulu régler son compte à Nicolas Sarkozy et l'envoyer en prison. Pourquoi ? Parce qu'il les a timidement défiés lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République, en mettant en avant leur laxisme. Et les juges, et en voulant aussi réformer, toujours timidement, notre système judiciaire. Eh bien, ils lui ont fait payer. Parce que des crapules à la tête de l'État français, nous en avons eu. Nous avons eu François Mitterrand, nous avons eu Jacques Chirac, et eux n'ont pas été condamnés à des peines infamantes comme l'est Nicolas Sarkozy. Donc il s'agit véritablement d'un règlement de compte judiciaire et d'un avertissement du pouvoir judiciaire à l'égard de l'exécutif en disant, voyez, si vous remettez en cause notre pouvoir, eh bien, nous vous enverrons en prison quand vous ne serez plus président de la République. C'est cela le message. Et c'est qu'en fait, même si nous, au sein du camp national, nous considérons Nicolas Sarkozy comme un adversaire, même comme un ennemi du camp national, souvenez-vous, quand il parlait, il faisait la promotion du métissage, c'est quelqu'un d'absolument insupportable pour un identitaire, sachez que pour les juges de gauche, Sarkozy représente la droite, représente l'extrême droite, et qu'ils ont voulu justement condamner ce qu'ils considèrent comme quelqu'un d'extrémiste. Voilà, ils ont voulu se venger de la droite. Ils estiment, imaginez, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy est considéré par ces juges rouges comme quelqu'un de très à droite. Donc imaginez ce qu'ils pensent de nous. On s'aperçoit d'ailleurs que ce phénomène de dictature des juges n'est pas que national, il est même international. On l'a vu en Italie avec Salvini, on le voit au Brésil avec Bolsonaro, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, où partout les juges de gauche essayent d'envoyer en prison ce qu'ils considèrent comme l'abomination de droite, comme des opposants politiques. Donc voilà, parce qu'il y a une véritable volonté de criminaliser l'adversaire politique de droite. Eh bien, c'est à ce à quoi on assiste en France. Donc, certes, on peut ne pas avoir de compassion pour Nicolas Sarkozy, mais il ne faut pas être aveugle à ce phénomène de volonté d'une partie des magistrats français d'asseoir sa domination sur le pouvoir exécutif. Et évidemment, au Parti de la France, nous voudrons mettre fin à cela. Évidemment, il faudra une purge massive au sein de la magistrature française, une réorganisation de notre système juridique, de notre système judiciaire, puisque ce n'est plus possible que des juges fassent la loi en France contre le peuple, contre les représentants du peuple. Donc voilà, c'est ce qu'il faut voir. Il faut prendre du recul sur la condamnation de Nicolas Sarkozy et ne pas uniquement se réjouir de voir un adversaire politique sous les verrous, car c'est véritablement un avertissement qui est fait de la part du système judiciaire en essayant de démontrer qu'ils peuvent envoyer en prison des gens qu'ils considèrent comme leurs opposants politiques.
Autre question, est-ce que l'écriture de votre livre est terminée et quand sera-t-il disponible? À quel point écrire son premier livre est-il prenant et chronophage? Quels conseils auriez-vous aimé recevoir avant de vous lancer dans cette aventure? Alors, je vais vous répondre franchement, l'écriture de mon livre est presque terminée. Alors il y a eu, vous devez être au courant qu'il y a eu des élections auxquelles le Parti de la France a participé, donc ça a pris un peu de temps, surtout que nous avons eu quelques petits ennuis judiciaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, et on va dire que j'ai eu beaucoup de choses à m'occuper, et je n'ai pas pu terminer mon livre. Alors sachez que plus de 300 pages sont écrites, il manque juste la fin. J'ai trouvé le titre, alors je vais vous l'annoncer en avant-première, ça s'appellera « Comme un Français ». Voilà, c'est vrai que c'est peut-être une des choses les plus dures que j'ai eu à faire, c'est de trouver le titre de mon livre que j'ai trouvé que récemment. Donc voilà, vous avez le titre. Quand sera-t-il disponible? Eh bien, dès que j'en aurai écrit la conclusion, puisqu'il ne me reste plus que quelques pages à écrire, il faudrait aussi que je le relise une dernière fois tout de même, hein, puisque voilà, je ne veux pas bâcler, en particulier la fin d'un livre, et je ne veux pas le bâcler. Étant donné qu'un livre, c'est un peu ce qu'on laisse à la postérité. Donc je ne voudrais pas, pour des questions de délai, c'est vrai que j'avais annoncé qu'il serait terminé pour la fin août et qu'il serait publié en septembre ou octobre. Et écoutez, je ne veux pas bâcler la fin juste pour respecter les délais. Donc voilà, ce sera prochainement, c'est une question de semaine. C'est pas, je ne reporte pas au calendrier grec, c'est juste que je souhaite véritablement sortir quelque chose d'abouti et que je n'ai pas de regrets quelques mois après en disant j'ai été un peu vite sur ce passage. Voilà, donc concernant oui, le temps que ça peut prendre, oui, c'est chronophage dans le sens où, alors après, en plus, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui écrivent très vite, des gens peut-être qui sont un peu plus habitués, d'autres très lentement. Moi, c'est pas que j'écris lentement, c'est qu'il me faut véritablement une plage de plusieurs heures où je ne sois absolument pas dérangé. Voilà, bon, après, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui écrivent des livres, mais voilà, moi, il me faut plusieurs heures sur lesquelles je peux me consacrer à un chapitre ou une partie de chapitre, et pendant lesquelles, véritablement, j'ai la paix. Donc, il ne faut pas que je me dise, ah bon, bah, ça y est, là, j'ai 1h30, bon, je me dépêche de le faire. Non, il faut vraiment que j'ai une plage qui puisse même, que je puisse déborder sur cette plage, que je me donne, voilà, 4 heures un matin ou 4 heures l'après-midi, et là ça va relativement vite. Mais voilà, c'est sûr que ça prend du temps, il faut arriver à caser ces plages au sein de sa vie professionnelle, familiale, politique, et c'est pas forcément évident, donc c'est chronophage peut-être dans ce sens-là. Mais c'est sûr que si je m'étais consacré à l'écriture de mon livre véritablement, je pense qu'en moins d'un mois il aurait été fait si je n'avais fait véritablement que ça. Et quels conseils auriez-vous aimé recevoir avant de vous lancer dans cette aventure? Peut-être l'expérience, c'est vrai que je ne l'ai pas demandé, de gens qui ont écrit comme moi, mais je pense que chaque personne écrit à sa façon, a besoin de temps ou de conditions qui sont adaptées à sa personnalité. Donc c'est vrai que j'aurais pu demander, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu véritablement de conseils, mais c'est vrai que je n'en ai pas eu puisque je n'en ai pas demandé. Donc peut-être que je pourrais en donner ou je pourrais en prendre pour la prochaine fois, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Pourquoi le Parti de la France est invisible dans les médias de grande écoute? Eh bien, tout simplement parce que notre discours de droite nationale décomplexé, non dédiabolisé, eh bien, ne peut pas, pour l'instant, être audible par ceux qui tiennent les médias. Même ceux qui tiennent des médias dits amis, nous sommes très peu invités. Je pense que le côté identitaire, le fait que nous n'avons aucun complexe sur le fait de dire les choses, d'avoir un discours qui est au niveau de l'identité. Et voilà, nous n'avons pas peur de parler d'ethnie, nous n'avons pas peur de parler de race, nous n'avons pas peur de dire que la France et l'Europe doivent rester blanches, européennes et chrétiennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un frein pour passer dans les médias de grande écoute. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où on aura accès
aux médias, eh bien, je pense que ça propulsera le Parti de la France, car notre discours de droite nationale peut être entendu, va être entendu et surtout partagé par de nombreux Français. Je le dis souvent, beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national imaginent voter pour le programme du Parti de la France. Que pensez-vous du taux d'abstention à Paris suite à la dernière élection à laquelle a participé M. Alexandre Simoneau? C'est vrai qu'il y a eu 75% d'abstention. Eh bien, cette abstention s'explique principalement par le désintérêt de la politique chez les Français, et également encore pire pour les élections partielles, qui n'intéressent pas grand monde. Et d'ailleurs, peu de gens sont au courant qu'il y a une élection partielle dans leur circonscription, puisqu'ils ne savent même pas à quoi correspond leur circonscription, en particulier en milieu urbain. Des circonscriptions ne correspondent pas à grand-chose. Déjà, les circonscriptions, on va dire en province, dans les départements, ne correspondent pas à grand-chose. Il y a je ne sais combien de charcutage électoral, où des villes sont coupées en deux. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Et en plus, dans les villes mêmes, dans les grandes villes comme Paris, eh bien ça correspond à un arrondissement avec des bouts d'arrondissement. Bon voilà, ça n'a pas peu de sens territorial, ces élections. Et en plus, à Paris, où on a beaucoup de gens assez déconnectés de la vie réelle et de la vie politique, beaucoup de bobos, et ça n'intéresse pas les gens, et les gens aussi ne s'intéressent pas à la politique, parce qu'ils imaginent qu'il n'y a pas de changement possible. Il y a énormément de déception vis-à-vis de la classe politique, et ils imaginent il n'est pas nécessaire forcément d'aller voter, en particulier pour une élection partielle. Donc voilà, il y a un désaveu, un désintérêt de la politique pour les Français, qui est dû aussi à l'offre politique, au personnel politique, qui explique cette désaffection des urnes, en particulier pour les élections partielles. Mais ce n'est pas nouveau, les élections législatives partielles, en général, mobilisent très rarement les foules, sauf exception. Allez-vous rejoindre le Front nationaliste lancé par les nationalistes à l'occasion des élections législatives, qu'elles soient anticipées ou qu'elles aient lieu? Alors normalement c'est 2029, mais on imagine qu'il y en aura sûrement qui auront lieu, s'il n'y en a pas avant, juste après l'élection présidentielle de 2027, quel que soit le vainqueur. Alors écoutez, évidemment, nous avons pris acte du Front nationaliste qui était lancé par Yvan Benedetti et Pierre-Marie Bonneau, au nom des nationalistes, avec qui nous sommes amis bien sûr. Mais au Parti de la France, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand nous nous présentons aux élections, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se présenter aux élections et de demander aux électeurs d'imprimer leur bulletin pour faire des scores infinitésimaux. Nous estimons que quand on se présente aux élections, au moins le minimum, c'est d'avoir le bulletin de vote et des affiches à l'effigie du candidat ou de la candidate. Voilà, c'est une question de stratégie, car nous ne voyons pas l'utilité de subir de manière logistique, administrative, parce que vous sachez qu'une candidature, ce n'est pas rien à mettre en place, tout cela pour que les électeurs n'aient pas la possibilité de mettre un bulletin dans l'urne le jour du vote, sauf à l'imprimer chez eux. Et là, ce ne sont que les militants qui font ça. Ce ne sont que des gens, une toute petite partie de la population qui s'intéresse à la politique. Donc, écoutez, si il y a une possibilité financière de présenter suffisamment de candidats à cette élection pour espérer obtenir une subvention publique, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 1% dans 50 circonscriptions, et qu'il y a la possibilité d'avoir du matériel de campagne, que les gens puissent réellement voter au sein des bureaux de vote pour cette coalition nationaliste, eh bien oui, nous y participerons. En revanche, si c'est pour imprimer le bulletin chez soi, eh bien non, puisque, on l'a déjà dit pas mal de fois, le Parti de la France, quand il se présente aux élections, c'est véritablement avec tous les moyens possibles pour faire le meilleur score possible, et non des candidatures uniquement symboliques ou de témoignages. Même si les scores que nous faisons ne sont pas mirobolants, au moins nous nous présentons avec les mêmes armes, on va dire, de matériel officiel que les autres candidats. Que pensez-vous d'Alexandre Jardin et de son mouvement Les Gueux ?
Alors où j'ai suivi ça de loin, je ne connais pas tellement ce mouvement, cette association. En tout cas, il est sympathique puisqu'ils ont combattu les ZFE, ils combattent aussi l'escroquerie qu'est l'énergie dite verte, les éoliennes, voilà tout ce genre de choses. Donc oui, j'ai un regard, on va dire, bienveillant sur ce mouvement. Toutefois, encore une fois, c'est un mouvement qui se veut absolument pas partisan, apolitique, hein, comme on entend régulièrement, qu'on a pu l'entendre aux Gilets jaunes. Et j'estime, au Parti de la France, nous estimons que tout ce qui est apolitique ne sert pas à grand-chose. Car ce sont les politiques qui décident, ce sont les politiques qui votent les lois, ce sont les politiques qui votent les décrets, ce sont les politiques qui mènent des orientations qui sont néfastes à la population française. Alors on peut bien sûr avoir des associations catégorielles qui dénoncent des choses précises, mais si on ne politise pas son action, il ne se passera rien. C'est évident. Une association qui est contre la peine de mort, qui refuse de se politiser, ça ne servira à rien. Il faut appeler à voter pour le candidat qui est pour le rétablissement de la peine de mort. Là, il faut appeler à voter pour le candidat qui est contre les ZFE. Il ne faut pas dire « Ah oui, mais nous, on ne fait pas de politique », puisque ceux qui le dénoncent, c'est politique. Ce sont des politiques qui mettent ça en place. Donc, je dirais, le mouvement Les Gueux sera intéressant à partir du moment où ils prennent une position politique au moment des élections. C'est ça qui fera leur force, c'est ça qui créera une dynamique, c'est-à-dire on appelle à voter pour Marine Le Pen, Éric Zemmour. Je ne demande pas qu'il appelle à voter pour Thomas Joly du Parti de la France, mais on appelle à voter à cette élection pour ce candidat qui a dans son programme le refus des ZFE, le refus de l'escroquerie des énergies vertes. Donc voilà, c'est simple. Mais si on ne le fait pas, eh bien, on ne sert pas à grand-chose. On sert juste à servir de témoignage, de vagues lanceurs d'alerte, mais de toute façon, on ne fera trembler aucun politique. De toute façon, ça se voit. Pourquoi aussi nous subissons une certaine persécution judiciaire au Parti de la France? Pourquoi? C'est parce qu'on se présente aux élections. Et ça les embête beaucoup. On se présente aux élections avec des affiches donnant un avenir aux enfants blancs. Et ça les embête beaucoup. Parce que là, on présente directement au peuple un programme politique identitaire qui leur pose problème. On ne serait de notre côté que voilà, on ferait ça juste entre nous, on ne se présenterait pas aux élections, on serait juste un club politique, hein, ce qui n'est pas péjoratif, hein, c'est ce que je veux dire. Mais le fait de se présenter aux élections, oulala, attention. Et là, on s'est aperçu que le Parti de la France s'est présenté à quelques élections ces derniers mois et que le rouleau compresseur politico-judiciaire s'est mis en place contre nous. Donc ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi le politique craint celui qui fait de la politique. Le politique craint peut-être les révoltes populaires, comme ça peut être le cas avec les Gilets jaunes, mais à partir du moment où il arrive à phagocyter avec ces mouvements qui veulent absolument pas de récupération politique ou ce genre de choses, et bien à partir de là, c'est gagné, les risques sont bien moindres. Qui représentera le Parti de la France aux prochaines élections présidentielles? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question, il me semble, dans ma dernière émission, comme celle-ci. Si nous avons la possibilité de présenter un candidat, nous le ferons, mais comme pour les élections législatives, je ne fanfaronnerai pas à faire une déclaration tonitruante de candidature, sachant que je n'aurai aucune chance de réunir les 500 parrainages présidentiels. Et pour cela, il faut des moyens financiers, une logistique militante, importante, et donc je ne le ferai que si les conditions sont réunies. Et donc, qui représentera le PLF, le Parti de la France aux prochaines élections présidentielles? Eh bien écoutez, pour l'instant je suis en bonne santé physique, et donc le candidat, en tout cas pour 2027, ce serait ma pomme, oui, mais encore faut-il que les conditions soient réunies et qu'il y ait une possibilité réelle de le faire. Qui faut-il soutenir à la prochaine présidentielle?
ou avant, sans doute, aux prochaines législatives, s'il n'y a pas de candidat du PDF. Donc la présidentielle, je viens de vous répondre. Qui faudra-t-il soutenir? Eh bien, nous verrons qui sera candidat, nous verrons quelle sera l'offre politique et quels seront les engagements et les programmes des candidats. Et à ce moment-là, le Parti de la France donnera une consigne de vote ou donnera une orientation, parce que consigne de vote, ça fait un peu voter pour lui, nous exigeons. Non, les Français sont assez intelligents pour faire leur choix, mais le Parti de la France prendra une décision politique comme nous le faisons à chaque élection à laquelle nous ne pouvons pas concourir. Quant aux prochaines élections législatives, eh bien nous verrons, pareil, nous donnerons un positionnement pour dire pour qui il faut voter, mais a priori on demandera au premier tour de voter pour le candidat le plus à droite que l'électeur estime être le plus à droite, le plus en phase avec nos idées, et pour le second tour la même chose, faire barrage à la gauche, à l'extrême centre. Bien voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pragmatique, de plus raisonnable, parce qu'il faut toujours souhaiter le meilleur ou le moindre mal pour nos compatriotes. Et autre question connexe, et aussi faut-il voter? Nous estimons que l'abstention, si elle peut être tentante, ne sert à rien. Si vous vous abstenez, si vous n'allez pas voter, ne croyez pas, si vous brûlez votre carte d'électeur, ne croyez pas une seule seconde que vous posez un souci au système. Au contraire, à partir du moment où vous excluez du champ politique, alors c'est pas pour ça que je fais une apologie du système en place actuellement. Non, non. Mais par contre, c'est une arme, certes, qui n'est pas encore suffisamment efficace, mais le droit de vote est une arme, même toute petite, mais elle existe. Ne pas voter, en tout cas, ne servira à rien. C'est ce que nous estimons au Parti de la France. Après, évidemment, on peut aussi s'abstenir entre la peste et le choléra. Si aux élections législatives, vous avez le choix entre un PS et un LFI, entre un écolo et puis un macroniste, évidemment, je peux comprendre que vous restiez chez vous. Mais en revanche, au premier tour, vous aurez sûrement le choix de voter pour un candidat qui représente peu ou prou le camp national au sens large, même si ce candidat ou le parti qui l'aura investi n'est pas forcément la panacée. Mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Alors on peut aussi s'exclure complètement de la vie politique en disant tout ça, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas en restant, en se marginalisant et en disant moi je fais sécession avec le système et je ne participe pas aux élections. Mais enfin en attendant, ceux qui décident, ceux qui ont mené la France là où elle est, ceux qui ont favorisé l'invasion migratoire, ceux qui veulent poursuivre ce système mortifère, néocommuniste, socialiste, de spoliation des actifs, tout cela, ils sont élus. Ils passent aux élections parce que malheureusement les Français ne sont pas assez lucides, ne sont pas assez conscients pour empêcher ces gens malfaisants d'accéder aux responsabilités pour détruire notre pays. Pensez-vous qu'une véritable force de droite nationale peut voir le jour avant les élections de 2027 ? Une vraie droite nationale non reniée, pas des agents de l'étranger comme peuvent l'être Reconquête ou les gauchistes du RN. Je l'espère qu'une force de droite nationale peut voir le jour avant même 2027, je l'espère de tout cœur, puisque vous savez, tout peut aller très vite en politique, les événements peuvent aboutir à des changements assez brutaux, assez radicaux, à des choses que l'on n'aurait même pas espéré quelques mois auparavant. Donc, bien sûr, il faut être prêt, il faut aussi, il faut aussi être prêt à travailler avec tout le monde, même avec des gens avec qui nous n'étions pas forcément ou nous ne sommes pas actuellement en accord sur tout. Mais l'enjeu est grand, c'est de sauver notre pays pour qu'il ne devienne pas une sorte de colonie africaine gérée
gérés par une sorte d'extrême centre qui serviront qui servent de liquidateurs de notre pays, parce que c'est à ça qu'on assiste. C'est la liquidation de la Maison de France, comme d'une entreprise qu'on cherche à liquider, avec des dirigeants interchangeables qui poursuivent le déclin, qui poursuivent la décadence, qui poursuivent la transformation du peuple français par le grand remplacement. Donc il est certain qu'il faudra peut-être faire des concessions et aussi alors je ne vous dis pas qu'il faut s'asseoir sur nos convictions, puisque nous estimons que le Parti de la France, c'est le minimum. Le Parti de la France, les propositions que nous faisons sont la base minimale pour redresser notre pays. C'est bien pour cela qu'il faut essayer de peser, c'est pour ça que nous, contre vents et marées, nous persistons à exister, car il faut peser sur le débat public, et même à notre petite échelle, eh bien, nous y parvenons de temps en temps, on arrive à avoir des réactions politiques qui arrivent à faire presque des millions de vues sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est petit à petit qu'on y arrive, et à attirer des gens vers le Parti de la France, vers nos solutions, vers ce que l'on propose, qui est l'essentiel de nos propositions. D'ailleurs, c'est sur nos affiches de nos candidats pour les dernières élections législatives partielles. La remigration, la seule solution. Voilà, c'est la seule solution possible pour sortir du suicide français, c'est la remigration. Tant que la remigration ne sera pas entreprise, eh bien, il y aura un risque de voir la France disparaître, la France que nous connaissons. Monsieur Joly, quel est votre point de vue sur les relations internationales que devrait avoir la France ? La France, à l'international, à cause d'Emmanuel Macron, mais aussi de ses prédécesseurs, mais surtout aussi à cause d'Emmanuel Macron, a perdu énormément d'influence. Puisque, en gros, Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire refuser le rapport de force, parce que c'est cela aussi les relations internationales. Et Donald Trump, Vladimir Poutine, la Chine, l'Inde sont en train de le démontrer, que c'est le rapport de force, ce n'est pas les droits de l'homme internationaux, ce n'est pas les mondialistes gauchistes de l'ONU, tout cela est balayé par la réalité. Et la France, évidemment, et l'Union européenne en règle générale, et l'Europe de l'Ouest, évidemment, n'a plus du tout l'aura nécessaire à cause de ces dirigeants pusillanimes, ces dirigeants qui sont tenus par des idéologies plus que par l'intérêt de leur propre pays. Eh bien, nous estimons au Parti de la France que la France doit agir, les dirigeants français doivent agir, et en particulier sur la scène internationale, doivent agir en fonction uniquement des intérêts du pays et du peuple français, de la France et des Français. Tout le reste, toute cette espèce de moraline internationale, universaliste de gauche, eh bien tout cela ne doit pas entrer en compte. Ce qui rentre en compte, c'est les intérêts de la France et des Français. Mais c'est quelque chose de normal que pratiquent beaucoup de pays, mais malheureusement pas les ethno-masochistes occidentaux qui malheureusement dirigent un certain nombre de pays en Europe. Eh bien oui, évidemment, nous aurons une vision des relations internationales qui sera complètement différente. D'ailleurs, nous reconstituerons un corps diplomatique que Emmanuel Macron s'est chargé de démanteler. Comment résoudre le problème de l'africanisation du sport, le football en particulier ? Eh bien, la remigration, déjà une bonne part. Pourquoi on retrouve énormément d'Africains dans le football français ? Eh bien, c'est parce que les Blancs en sont chassés. C'est-à-dire, Pierre Ménès, d'ailleurs, l'a expliqué, c'est qu'il expliquait, voilà, quand son fils avait il avait inscrit son fils à un club de foot, eh bien, il y avait que des Noirs et des Arabes, et quand ils ont vu arriver le petit blanc, eh bien, le petit blanc, il refusait de prendre leur douche avec lui. Sur le terrain, il ne faisait pas de passe, il l'engueulait, il l'insultait. Bon, voilà. Et ça se passe partout, dans tous les clubs. Il y a un racisme
un racisme anti-blanc absolument insupportable dans le football. Et ça se comprend tout à fait que des jeunes qui, eux, veulent s'amuser, veulent faire un sport, veulent jouer au football, eh bien, à partir du moment où ils arrivent dans cette ambiance insupportable, eh bien, ils s'en vont. Et c'est une grande... il y a un grand tabou autour de ça. Tout le monde le sait. Tous les éducateurs le savent. Comme il y a des clubs où on sait très bien que quand on s'y rend, en particulier si c'est un club de petits blancs, eh bien, ils vont jouer dans un club où il n'y a que des noirs et des arabes. Eh bien, le match se déroule presque toujours dans une ambiance détestable de racisme anti-blanc. En particulier si l'équipe de petits blancs est en train de dominer le match. Alors là, ça se passe très mal. Sur le terrain, à l'extérieur, c'est systématique. Systématique. Tout le monde, personne ne pourra dire que ce que je dis, c'est une invention. Non, le football, d'ailleurs, il y avait Daniel Riolo qui avait écrit un livre, Racaille Football Club, rien que le titre résume le tout. La France est prise en otage par l'immigration au sein du football et c'est devenu un sport communautaire. C'est-à-dire que là, actuellement, regardez même, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, mais au niveau professionnel, il n'y a quasiment plus de joueurs blancs, français de souche, qui jouent dans le championnat de France. C'est presque impossible. Alors, il y en a quelques-uns encore, mais je pense que d'ici 5 ans, il n'y aura presque plus de blancs. On le voit même dans des divisions très inférieures, où il n'est pas rare de voir que des Noirs et des Arabes sur le terrain. Pourquoi ? Parce que les Blancs n'ont plus leur place, parce qu'on leur dit qu'ils n'ont plus leur place. C'est pas une question de compétences sportives. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un tabou. Mais tout le monde est au courant, c'est qu'énormément de joueurs nés en Afrique, en fait, sont beaucoup plus vieux que l'indique leur date de naissance. Donc pourquoi c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs, mais c'est que dans les catégories de jeunes, eh bien, ils trustent toutes les récompenses, toutes les places, puisque on peut mettre des gens qui ont entre 20 et 25 ans dans des équipes des U15 ou des U16. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est comme les fameux migrants mineurs isolés, voilà, que tout le monde voit à vue d'œil. On voit que ce ne sont pas des mineurs. Et bien dans le football, c'est la même chose avec les Africains qui ont trafiqué leur date de naissance en Afrique, parce que vous imaginez l'état civil là-bas. Donc, ouais, il y a ce phénomène et qui sera réglé aussi par une remigration massive entreprise par un État national, chose que nous prônons et que nous estimons nécessaire. Mais c'est vrai que c'est dommage de se voir déposséder de son propre sport pour des motifs idéologiques et parce qu'on refuse de dénoncer le racisme anti-blanc qui règne en permanence dans le football français. Parce que d'un côté, un noir ou un maghrébin qui vient dans une équipe de blancs ne subit pas de racisme. En revanche, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que l'inverse, évidemment, d'ailleurs, ça ne vient même pas à la tête, en général, de joueurs français de souche d'aller postuler dans une équipe de banlieue. Et en plus, il y a le problème aussi, bien sûr, de l'islamisation de certains clubs. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que ça a été institué. Avant, quand on allait prendre sa douche, à la fin du match, eh bien, on se mettait un poil sous la douche. Et bien maintenant, quasiment plus personne se fout à poil sous la douche. Tout le monde met un maillot de bain. Pourquoi ? Pour ne pas froisser, parce qu'on ne montre pas voilà, ses attributs sexuels. Alors que bon, avant, tout le monde prenait la douche à poil, ça ne dérangeait personne. Et bien pourquoi ? C'est pas parce que les gens sont plus pudiques. C'est parce que les musulmans ne supportent pas. Et tout le monde s'est adapté aux musulmans. Quand vous voyez des joueurs qui remontent leurs chaussettes jusqu'aux shorts, c'est pas parce qu'ils ont froid aux genoux, c'est des musulmans qui ne veulent pas montrer 1 cm² de leur peau. Vous verrez, les joueurs musulmans, plus ils sont barbus, plus ils ont une tête de musulman, plus leurs chaussettes sont remontées haut et ils mettent, pour pas aussi qu'on voit leurs bras, ils mettent des... même si le maillot est à manches courtes, eh bien ils mettent des choses pour couvrir leurs manches. Voilà, il y a aussi une islamisation du football français. D'ailleurs, on le voit au sein de l'équipe de France, puisque le buffet, je crois que maintenant, est exclusivement halal. Donc on est véritablement dans une colonisation migratoire et islamique de ce sport en France. Monsieur Joly, pensez-vous que CNews soit de droite, outre leur positionnement plutôt israélien ?
Alors oui, CNews, comment on peut être considéré, en tout cas est considéré par Madame Delphine Ernotte comme voilà, comme d'extrême droite. Donc oui, CNews, en fait, n'est pas de gauche ou d'extrême gauche comme presque l'ensemble des autres médias. Mais voilà, il n'est pas non plus exempt de... CNews n'est pas non plus exempt de tout reproche, hein, puisque là, ces derniers mois, on a pu assister à une israélophilie démentielle. C'est-à-dire qu'ils ramènent tout au conflit israélo-palestinien avec un positionnement pro-israélien hystérique. Je ne sais pas si vous avez vu cette bonne femme, voilà, une noire de confession juive, Rachel Kahn. Elle est complètement folle et dans un état de victimisation qui relève de la psychiatrie. Et on voit autour du plateau, en fait, des gens qui ont tous le même avis sur le conflit israélo-palestinien, dont la plupart des Français se foutent. Mais pour eux, voilà, on a l'impression que le studio est basé en Israël. Même Pascal Praud, il est hystérique sur cette question. Et tout est ramené à ça. C'est insupportable. Les Français aiment CNews parce que justement, il y a une liberté de ton, et qui permet aussi de traiter l'actualité différemment. Mais là, c'est obsessionnel. Le conflit israélo-palestinien, c'est obsessionnel pour eux. Et la chasse à l'antisémite aussi. Enfin, c'est devenu délirant. Moi, je n'arrive plus à regarder CNews à cause de ça. J'ai envie de dire, c'est tellement flagrant, tellement outré, c'est tellement dans l'outrance que j'ai même peur qu'ils arrivent à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils provoquent de l'antisémitisme. Honnêtement, moi je ne tiens plus au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je n'en peux plus qu'on me gonfle avec la Palestine et l'antisémitisme supposé des Français ou de je ne sais qui. C'est insupportable, ça ne correspond pas au pays réel, ça suffit. Donc je sais pas, il faudrait qu'ils se reprennent, que M. Bolloré voilà, prenne conscience que c'est insupportable et que ça va peut-être même à l'encontre du but recherché. Puisque honnêtement, c'est particulièrement énervant. Mais à côté de cela, il y a quand même un traitement de l'actualité qui est différent de nos sales médias gauchistes, en particulier de l'audiovisuel public. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire que le Parti de la France, évidemment, pour une privatisation, c'est-à-dire un ménage, une purge gigantesque là-dedans, et de conserver uniquement France 3 et ses antennes régionales pour qu'il y ait tout de même une chaîne d'État, une chaîne d'information d'État qui serait neutre et objective. Ça fait doucement rigoler aujourd'hui quand on voit ces chaînes qui sont gangrénées par les pires gauchistes possibles. Mais voilà, je pense que l'État n'a pas à avoir je ne sais combien de chaînes à acheter à payer des gens de manière. Et puis en plus, à sa tête, l'ignoble sorcière Delphine Ernotte, qui elle est une véritable militante wokiste, qui a une haine absolue de l'homme blanc cisgenre de plus de 50 ans. Donc voilà, ils ont mis des fous furieux à la tête du service public. Et évidemment, on a ce qu'on mérite en matière de résultats. Bien sûr, donc évidemment, il faudra une purge drastique de tout cela. N'avez-vous pas peur que votre programme sur la sécurité routière, fin des radars, fin des limitations de vitesse, favorable à l'alcool au volant, ne provoque plus de morts que sur les routes, alors qu'on est déjà à 3000 morts par an? Alors évidemment, c'est d'une caricature totale du programme du Parti de la France. Oui, nous voulons supprimer les radars qui sont situés dans des zones non accidentogènes. C'est-à-dire que les radars qui sont bien placés là où il y a des risques pour les automobilistes, que les radars servent à sauver des vies et non pas à faire rentrer du fric dans les caisses de l'État ou de sociétés privées à qui on a fait une délégation de service public. Donc oui, retirer un certain nombre, voire un grand nombre de radars, et aussi qu'il y ait toujours des contrôles radars, comme on dit à la jumelle, ce genre de choses, pour sanctionner les gros excès de vitesse qui pourraient être faits à certains endroits où c'est dangereux. Mais le but ne doit pas être de piéger l'automobiliste français. Ensuite, la fin des limitations de vitesse. Non, le Parti de la France n'est pas pour la fin des limitations de vitesse, sauf qu'il faut les adapter aux conditions de sécurité que présente telle ou telle route. D'ailleurs, moi, je suis persuadé qu'on pourrait qu'il y ait
des vitesses qui soient adaptées. Par exemple, quand vous êtes sur une route départementale, une grande ligne droite, eh bien, vous devriez pouvoir rouler à 100. C'est-à-dire qu'on met des panneaux, voilà, vous avez le droit de rouler à 100. Et dès qu'on arrive à un endroit un peu plus sinueux, biscornu, avec des virages, eh bien là, on ralentit la vitesse à 70. Enfin, ça paraît normal, c'est une adaptation de la vitesse. Alors, on peut le faire avec des panneaux, mais il ne s'agit pas de la fin des limitations de vitesse. En revanche, oui, les 30 km/h dans les villes, ça, ce sera même interdit. C'est-à-dire que le maire qui fera des interdictions, qui mettra en place 30 km/h, se mettra dans l'illégalité. Parce que moi, on voit tous les maires. Il suffit qu'un vieux à une réunion de quartier dise « Oui, oh là là, ils roulent comme des fous dans la rue, machin. » Immédiatement, le maire vous fout des sortes de dodanes qui ne sont pas aux normes, parce que 90% d'ailleurs ne sont pas aux normes, vous fout des dodanes où vous réduit à 30 km/h, voire vous met des pièges, vous savez, des gros trucs en béton qui vous obligent à faire des chicanes. C'est insupportable. L'automobiliste, bientôt, ils feront des trous, ils mettront des herses. Enfin, voilà, ça suffit. Il faut rendre la route aux automobilistes. Il faut les responsabiliser, bien évidemment, pas faire n'importe quoi. Il faut arrêter d'emmerder les automobilistes. Ça suffit. C'est comme les cyclistes dans les villes. Maintenant, c'est devenu les rois des villes. Il faut faire attention de partout, ce qui peuvent surgir, même devant vous en sens interdit. Ça suffit. Le Parti de la France rendra les routes aux automobilistes et ce sera interdit que les cyclistes surgissent de partout et le droit de vous couper la route et des voies gigantesques vous empêchent de rouler, ça suffit. Et d'ailleurs, je suis sûr que tout cela, toute cette législation en faveur des cyclistes doit provoquer des accidents parce que c'est presque impossible parfois, on manque de s'en prendre de partout puisque c'est absolument incompréhensible pour les automobilistes, en particulier quand vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas. Et favorable à l'alcool au volant. Alors ça aussi c'est caricatural, le Parti de la France n'est pas favorable à l'alcool au volant, mais il faut arrêter de culpabiliser toujours pareil les gens. Il y a une différence entre quelqu'un qui est pris au volant à 3 grammes et quelqu'un qui est pris à 0,6 ou 0,8 ou même 0,9 ou même 1 gramme en sortant. C'est quelqu'un qui roule tranquillement qui est à 0,9, à 1 gramme et qui sort d'un repas en roulant tranquillement sans provoquer le moindre problème de sécurité routière, enfin sur la circulation, je ne vois pas pourquoi cette personne-là devrait être considérée comme un délinquant, un criminel qui devrait, qu'on devrait lui supprimer son permis au risque de lui faire perdre son emploi. Non, ça suffit. Alors évidemment, il faut mettre des limites. Mais là, les limites actuelles, avec les cinglés de la sécurité routière qui voudraient quasiment mettre le taux d'alcoolémie en négatif. Voilà, ça veut dire que si vous avez bu un verre il y a 4 jours, eh bien il va dire « Ah non, vous pouvez pas, maintenant c'est un verre, mais là encore en dessous. » Ça n'arrive à rien. Entre 0 et 0,5, vous ne risquez absolument pas de créer un accident. Et je serais curieux de savoir combien d'accidents aussi, des statistiques entre 0,5 et 1 gramme. Il faut arrêter un petit peu. On essaie de culpabiliser, de criminaliser les gens qui boivent un verre ou deux. Donc ça suffit. Ce n'est pas de la sécurité routière, c'est de la persécution des automobilistes et des gens qu'on empêche de vivre. Et ça ne mettra pas en danger la population. Il ne s'agit pas d'arrêter, qu'il n'y ait plus d'interdiction du tout. Non, ce n'est absolument pas ça. Mais il faut arrêter de s'en prendre aux automobilistes. C'est pas pour ça qu'il y aura plus de morts. Et il faut aussi prendre des mesures de bon sens, comme par exemple interdire aux routiers de se doubler sur l'autoroute. Je serais aussi curieux de savoir combien d'accidents sont causés par ces dépassements insupportable, dangereux, qui fait freiner tout le monde. Donc voilà, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent nous paraître... Et aussi, je serais curieux d'avoir des statistiques ethniques sur ceux qui créent des accidents, qui causent des accidents, qui ne sont pas assurés. Tout ce genre de choses. Je pense que la remigration permettra aussi d'avoir un peu plus de sécurité sur la route, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des choses à mettre en place, mais il faut arrêter de se servir de la sécurité routière, où là, comme par hasard, vous voyez qu'il y a une intransigeance, une sévérité, l'application de zéro tolérance. Avec l'automobiliste, là, il n'y a pas de problème. En revanche, avec le reste de la délinquance et de la criminalité, là, on peut s'apercevoir que c'est beaucoup plus laxiste.
Parce qu'il faut voir, même quand on fait les stages pour récupérer des points, on vous fait passer pour un criminel. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas, il faut être responsable quand on est au volant, puisque effectivement on peut tuer des gens. Mais je veux dire, faut arrêter, parce que bien souvent ce sont des gens qui ont perdu des points parce qu'ils ont roulé, enfin ils ont perdu leurs 12 points parce qu'ils utilisent leur voiture toute la journée et qu'ils ont perdu un point par-ci, 2 points par-là en roulant à 56-57 km/h. C'est pas des types qui ont roulé à 4 ou 5 grammes. De toute façon, quand on fait ça, on perd son permis. Je veux dire, c'est pas des types qui ont roulé à 250 km/h. C'est des braves types ou femmes qui ont perdu leurs points voilà, à cause de contrôles qui sont beaucoup trop pointilleux et qui cherchent juste à les coincer et à faire du blé plutôt qu'à sécuriser les routes. Et aussi, dernier point, il faut aussi réhabiliter nos routes. Il y a aussi des routes qui sont dangereuses du fait qu'elles sont mal entretenues, mais ça fait partie de la décrépitude de notre pays, puisque maintenant, pour refaire un bout de route ou un rond-point, il faut des semaines, il faut des mois pour me lancer ça, pour refoutre un peu de goudron, voilà, tout est devenu par la bureaucratie française, tout est devenu long, fastidieux, mal réalisé, dispendieux, parce que ça coûte une fortune, parce que je ne sais pas combien. Bon, voilà, ça suffit, il faudra revenir à l'efficacité aussi dans ce domaine. Pourquoi avoir organisé la fête du cochon chez un homme ardent défenseur de l'entité sioniste, soumis aux lobbies sionistes et qui est en faveur d'une laïcité extrême qui combat les valeurs de notre pays? Alors je pense que la personne qui pose la question fait référence à Pierre Cassan, qui est un ami, et je voudrais dire une chose. Au Parti de la France, nous n'allons pas nous brouiller avec quelqu'un qui n'a pas la même conception que nous sur un conflit étranger. Moi, je ne vais pas me brouiller avec un patriote, avec un nationaliste, parce qu'il n'a pas le même avis que moi sur le conflit israélo-palestinien ou sur le conflit russo-ukrainien. À partir du moment où on s'entend sur l'essentiel, qui est la sauvegarde de notre civilisation et le refus de notre colonisation migratoire, je pense qu'on peut parler avec tout le monde, que l'on peut s'entraider et que l'on peut faire des actions communes, car c'est de cela qu'il s'agit, puisque Pierre Cassan et Christine Tassin ont, au pied levé, organisé une fête du cochon en 3 jours, suite à l'annulation de la fête du cochon du Parti de la France, de la Fédération bretonne du Parti de la France, puisque vous êtes sûrement au courant, mais je vais vous le rappeler brièvement, eh bien, elle se tenait au même endroit à Treffendel depuis des années, et cette année, la députée LFI de la circonscription a dit que c'était intolérable que des extrémistes et des pétainistes se réunissent, que c'était xénophobe, que c'était raciste, se réunissent autour du cochon. Bon voilà, elle s'est pris une volée de bois vert puisqu'il y a eu un déferlement patriote et médiatique, puisque certains médias comme Christine Kelly d'ailleurs en a parlé au cours de ses émissions sur Europe 1 pendant un bon moment, même si c'était, alors que c'était organisé par le Parti de la France, que c'était scandaleux de s'en prendre à une fête en plus qui avait lieu dans un lieu privé. Et alors cette fête n'a pas eu lieu à cause de quoi? Parce que les gens qui organisent se sont fait menacer de manière très virulente et très détaillée. Et eux habitent là sur place toute l'année. C'est-à-dire que sécuriser l'événement, c'était absolument pas un problème pour le Parti de la France le jour de la fête du cochon. En revanche, c'est plus compliqué de sécuriser un lieu, une famille pendant toute l'année. Parce que sachez que les vermines d'extrême gauche, les vermines d'Antifa ne seraient pas venus le jour même. Ils seraient venus quelques jours après ou quelques jours avant pour balancer des cocktails Molotov dans la cour, ce genre de réjouissance, ce genre de lâcheté. Et là, dans cette propriété, eh bien, vivent des enfants. Voilà, donc il n'était pas question de mettre en danger nos militants à cause de pourriture d'extrême gauche. Et là, Pierre Cassan et Christine Tassin ont décidé de faire un pied de nez à cette dictature de la pensée des islamo-gauchistes en organisant dans le Morbihan
une fête du cochon, donc en 3 jours, hein, et il y a eu un certain succès, puisqu'il y a plus d'une centaine de personnes, et donc je les en félicite, et peu importe ce que pense Pierre Cassand sur le conflit israélo-palestinien, on partage beaucoup plus de choses, en tout cas, sur la défense de notre pays, et ce n'est pas parce que voilà, on n'est pas d'accord sur certains points que ça va être un adversaire politique. Bien au contraire, il est toujours bienvenu dans les réunions du Parti de la France, et moi je lui dis bravo pour tout ce qu'il fait avec Riposte Laïque, même si parfois nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Mais en tout cas, Pierre Cassand, comme le disait la personne qui pose la question, ne combat pas du tout les valeurs de notre pays. Justement, il défend les valeurs de notre pays, de la nation française. Jamais je n'ai entendu Pierre Cassand même s'en prendre à la religion catholique. C'est complètement faux. Pierre Cassand est pour la défense de nos traditions. Ça, c'est quelqu'un qui ne le connaît pas. Il faut l'écouter plutôt que d'être sur des préjugés. Même si moi je ne suis pas un grand laïciste, en tout cas Pierre Cassand a un discours très construit, très cohérent, et ne va absolument pas contre les valeurs de notre civilisation, et même les valeurs chrétiennes de notre civilisation. Si vous étiez au pouvoir, donneriez-vous ordre à l'armée française de frapper les embarcations de drogue et les pays producteurs de drogue, comme le fait Trump avec les embarcations et bientôt avec les Vénézuéliens? Oui, clairement. C'est-à-dire que nous déclarons une guerre à mort au trafic de drogue. Et nous l'éradiquerons. Nous l'éradiquerons en condamnant à mort des grands trafiquants de drogue, en diffusant des exécutions publiques, et également en donnant les moyens et les consignes nécessaires aux forces de l'ordre, et pourquoi pas à l'armée, pour neutraliser les trafiquants de drogue. Oui, ce sera quelque chose de ferme, de radical, et parfois de violent. Oui, c'est comme cela qu'on éradique un fléau. On ne se soigne pas du cancer avec une tisane, on s'en soigne malheureusement avec une chimiothérapie parfois lourde. Eh bien, nous appliquerons le traitement lourd à ce problème qu'est le trafic de drogue. Que propose le Parti de la France pour les jeunes? Comment lutter contre le chômage de ces derniers? Que faire contre le harcèlement scolaire et pour lutter contre le suicide des jeunes qui augmente? Eh bien, pour les jeunes, avant tout, il faut leur redonner des repères, envie redonner goût, d'être fier d'être français, et de vouloir, pas forcément avoir un travail, une profession, mais voilà, de leur redonner envie de fonder un foyer, d'être des hommes et des femmes épanouis dans notre pays, à l'heure où on leur apprend l'éco-anxiété, où on leur apprend qu'il faut qu'il ne faut pas faire d'enfants pour ne pas polluer, on leur apprend qu'il faut accueillir toute la misère du monde, on leur apprend que leurs ancêtres étaient des salauds. Évidemment, comment voulez-vous vous épanouir en tant qu'homme ou femme quand on vous dit qu'en gros, la meilleure chose à faire, ce serait de se suicider? C'est pour cela. Les jeunes n'ont plus de repères, ni idéologiques, ni civilisationnels, ni spirituels. Et c'est vrai que ça peut être une catastrophe. Alors, ce que propose le Parti pour la France pour les jeunes, c'est évidemment d'avoir une conscience de notre civilisation, de la grandeur de la France, de notre civilisation, de notre pays plurimillénaire, de nos traditions. C'est cela qu'il faut transmettre. La transmission, c'est quelque chose d'essentiel et qui n'est plus assuré par l'éducation nationale, que l'on pourrait considérer même comme antinationale, qui fait d'énormes dégâts chez les jeunes et qui aboutit malheureusement aussi à beaucoup de suicides. C'est très, très dommageable. Et contre le harcèlement scolaire, eh bien évidemment, il faut rétablir l'autorité, rétablir l'ordre dans les établissements scolaires, et l'ordre sera beaucoup plus facilement remis à l'ordre du jour une fois que nous aurons libéré l'école de l'immigration, car nous savons très bien, les fauteurs de troubles, ce sont toujours les mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a que des petits anges au sein des Français de souche, mais quand il n'y aura que les problèmes
discipline à régler des Français de souche, eh bien, ce sera beaucoup plus facile à solutionner. Là, évidemment, nous assistons à nos classes, nos écoles, où la délinquance de la rue, de la racaille halogène s'installe dans les établissements scolaires. Sans parler du trafic de drogue, des règlements de compte entre bandes, du racket, du harcèlement scolaire. Là aussi, le harcèlement scolaire, il est très souvent racial, et les victimes sont très souvent des Français de souche. Donc, encore une fois, l'immigration est le problème et la remigration est la solution. Quel parti politique, pour vous, peut sortir la France de ses problèmes actuels? Alors, si je vous répondais autre chose que le Parti de la France, je ne servirais pas à grand-chose. Eh bien, moi, je vous dis le Parti de la France. Comme je vous dis tout à l'heure, les solutions proposées par le Parti de la France, aujourd'hui, c'est le minimum. Qui contrôle la meute médiatique? Alors je me doute que la personne qui a posé la question s'attend la bave aux lèvres, l'écume, voilà, au bord de la bouche. Il faut qu'ils disent les juifs, les juifs, voilà. Je sais très bien qu'il y a une sorte de monomanie qui voudrait que les juifs soient derrière tout. Et c'est un confort intellectuel voilà, c'est l'antisémitisme de confort dans le sens où on imagine que c'est pas plus compliqué que cela, qu'il y a des juifs partout qui veulent tout contrôler, qui sont derrière tout d'ailleurs, et ces gens-là souvent nous expliquent que c'est tout ce qu'on peut entreprendre au niveau de l'activisme politique ne sert à rien puisque les juifs sont derrière tout. Donc moi-même et au Parti de la France, nous ne partageons pas ce discours monomaniaque. En revanche, ce n'est pas pour cela que nous sommes non plus naïfs, que nous imaginons qu'il n'existe pas de lobby communautaire, qu'il n'existe pas d'intérêts étrangers qui ne sont pas les nôtres et qui rentrent en compte dans la vie politique française. Non, mais voilà, tout est plus compliqué, il n'y a pas un grand méchant d'un côté et puis des gentils qui sont manipulés. Non, il y a des gens qui veulent la destruction de notre identité, la destruction de notre civilisation et qui ne sont pas forcément juifs. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a énormément d'agents du système, d'euromondialistes qui ne sont pas juifs. Donc il faut arrêter d'essayer. Je pense que c'est une erreur absolue de vouloir restreindre le débat politique à les juifs contre les goïs. Voilà, alors je vais peut-être en choquer certains, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je ne pense pas... Alors oui, certes, les médias, comme on dit, il suffit de voir qui on ne peut pas critiquer sans se retrouver devant les tribunaux pour savoir qui contrôle les médias. En revanche, on s'apercevra que la liberté d'expression en France est telle qu'on se retrouve très facilement devant le tribunal sans forcément juste critiquer les juifs. On peut aussi se retrouver pour tout ce qui concerne le cosmopolitisme, l'immigration, l'islamisation, les minorités sexuelles, tout cela, dès que vous dites un mot de travers, peut vous emmener au tribunal. Vous pouvez être lourdement condamné par des juges politisés. C'est la réalité. Et ce n'est pas uniquement le fait d'un lobby que je ne nie pas, bien sûr. Mais sachez aussi qu'il ce n'est pas un bloc monolithique, les juifs. Ce n'est pas un bloc monolithique compact. Il y a d'un côté vous avez Éric Zemmour et de l'autre vous avez le CRIF. Voilà, alors certains vont dire mais c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce. Voilà. Je ne pense pas. Éric Zemmour est régulièrement condamné par les tribunaux, eux aussi. Alors comment on l'explique? C'est quoi? Éric Zemmour est condamné très souvent pour des propos qui sont partagés par un grand nombre de Français. Donc voilà, nous estimons
que effectivement les médias sont majoritairement gauchistes, cosmopolites, antinationaux, mais qu'il n'y a pas juste derrière un lobby qui contrôle tout. C'est plus compliqué que cela. Et enfin, dernière question, que pense le Parti de la France du port d'armes citoyen ? Eh bien, c'est une question qui mériterait d'être un peu plus développée. Le port d'armes, oui, c'est-à-dire posséder, tout dépend de quelle arme. En tout cas, posséder une arme chez soi, pour les honnêtes gens, des gens qui n'ont pas été condamnés, qui ne sont pas des délinquants, qui n'ont pas de casier judiciaire avec des peines qui pourraient, pour des motifs qui pourraient inquiéter si cette personne possédait une arme, eh bien oui, les Français doivent pouvoir posséder une arme à feu chez eux pour pouvoir se défendre et bénéficier d'une présomption de légitime défense à partir du moment où quelqu'un commet une infraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un essaie de rentrer chez vous alors qu'il n'y est pas invité, en fracturant votre porte, par exemple, en essayant de vous cambrioler, eh bien vous devez avoir le droit de pouvoir user de votre arme à feu pour défendre vos biens et votre famille. Ça, oui, c'est un port d'armes. Ensuite, concernant, avoir une arme chez soi, en tout cas au Parti de la France, nous sommes pour. Avoir une arme sur soi, c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où nous serons aux manettes, les Français n'auront plus besoin d'être armés dans la rue pour être protégés. Parce que nous mettrons en place une politique sécuritaire et migratoire qui permettra de pouvoir se balader dans les rues sans risquer de se faire agresser. Donc c'est pour cela que je ne vois pas l'intérêt à ce qu'on autorise les gens à avoir une arme à feu sur eux. D'autres armes de défense, comme une bombe lacrymogène, oui, bien sûr, une arme de défense en cas d'agression. Mais des armes à feu, ce n'est pas dans notre culture. Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans un État, évidemment, qui sera sécurisé. Aujourd'hui, dans la jungle dans laquelle nous vivons, évidemment, je préférais effectivement pouvoir porter une arme à feu. Mais à partir du moment où nous aurons pris le pouvoir, eh bien, une des premières choses que nous ferons sera de sécuriser le pays et de se débarrasser de toute cette vermine délinquante et criminelle en les mettant en prison et aussi en les renvoyant chez eux pour tous ceux qui sont étrangers ou d'origine étrangère, puisque nous leur supprimons la nationalité française. Sachez que la plupart ont la binationalité, eh bien nous les renverrons chez eux à l'issue de leur peine. À l'issue de leur peine, je tiens à vous le dire, il est hors de question qu'un délinquant, qu'un criminel ne purge pas de peine de prison. Et ce ne sera pas des peines de prison où ils pourront jouer à la PlayStation, téléphoner ou faire du karting ou ce genre de joyeuseté qu'on les autorise à faire dans les prisons françaises. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement dans un mois pour une émission de ce type et je répondrai bien volontiers de nouveau à vos questions.